Avant de présenter Gilles Monceau et de le laisser faire la conférence qu'il a prévu de faire, je voulais féliciter très chaleureusement Sylvie Amici par le discours qu'elle a pu avoir et je pense qu'effectivement elle a trouvé les mots qui nous permettent de nommer les choses que nous fabriquons jour le jour et vraiment, félicitations, la passation, elle est parfaitement bien faite et je crois que là-dessus, c'était, vous savez, je ne lui ai pas dit, mais, et je le dis à très peu de personnes, je crois que la dernière fois que je l'ai dit, c'était à Alexandre L'Hôtelier au Mans. Il y avait du Miro dans ce qu'elle faisait. C'est simple, pas simpliste, c'est simple, mais d'une profondeur que j'apprécie beaucoup. Et je l'envie, je suis incapable de faire ce qu'elle a fait. Et pourtant, c'est dans les mots qu'elle a utilisés qu'on peut retrouver cette profondeur et cette réflexion concernant nos actes professionnels dont va sans doute nous parler Gilles Monceau. Félicitations Sylvie, je suis vraiment très heureux que ce soit toi la présidente de l'ACOF pour l'instant, mais qui prendra un nouveau nom dans les mois qui viennent. Voilà, eh bien Gilles Monceau, voilà, il est professeur des universités en sciences de l'éducation à Cergy-Pontoise. Il a été ancien instituteur et il connaît bien cette réalité-là, puisqu'il a beaucoup travaillé dans les RASED. Il a soutenu sa thèse à l'Université de Paris 8 et pendant une dizaine d'années, nous avons été ensemble chargés de cours. Et ensuite, effectivement, il a soutenu une thèse que j'ai jamais soutenue, mais il a beaucoup travaillé sur le concept de résistance en éducation. Et probablement qu'il y fera allusion, peut-être. En tout cas, il va nous parler un petit peu de l'accompagnement à partir d'un concept ou d'une expression qui lui est chère et qui s'intitule la socioclinique institutionnelle des pratiques professionnelles. Alors il va sans doute nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ce que j'ai retenu, c'est deux choses qui permettent de définir très rapidement cette démarche socioclinique institutionnelle. C'est un, l'institution n'est pas au-dessus des pratiques. Elle est à l'intérieur de nous, d'une certaine façon, et c'est peut-être pas inintéressant d'avoir ça en tête. Et puis le deuxième élément, qui est un élément fort des pratiques d'intervention qui sont les siennes et des pratiques de réflexion qui sont les siennes, c'est l'affirmation du collectif pour penser l'institution, parce qu'effectivement, cette dimension du collectif, notamment dans l'analyse institutionnelle des pratiques, c'est quelque chose que Gilles Monceau connaît bien, de par les diverses interventions qu'il fait dans le champ éducatif, dans le champ sanitaire et social, et aussi à l'étranger, puisqu'actuellement, je crois que vous avez un partenariat, tu as un partenariat avec des équipes de recherche brésiliennes et avec lesquelles tu es dans une logique d'accompagnement, mais peut-être que tu nous en parleras. Donc, le titre de sa conférence, je me permets de le donner, il ne sera peut-être pas exactement celui-là, on verra bien quand il s'agira de faire un écrit pour question d'orientation, mais on en discutait ensemble. Ce qui va probablement être le fil rouge de son intervention, c'est bien sûr l'accompagnement, mais plus précisément, de quoi l'accompagnement est-il aujourd'hui le symptôme? Et je te passe immédiatement la parole sur le format, 40-45 minutes, et ensuite nous aurons une discussion d'une demi-heure avec la salle, et je crois que nous serons dans le tempo initialement prévu. À toi, Gilles. Ok, je vais prendre ce micro-là. Merci. C'est bon, ce micro? Ok. Bien, eh bien, tout d'abord, évidemment, je vous remercie de m'accueillir à Albi. Merci à la COP, merci à sa présidente et à son ancien président. La dernière fois que je suis venu, c'était à Metz, je crois, il y a déjà un petit moment. Et puis depuis, j'ai croisé certains d'entre vous dans d'autres endroits, en particulier à la Société française de psychologie ou dans différentes réunions ou formations syndicales également. La ville d'Albi, on nous en a parlé, donc il y a sur votre petit journal, là, on voit qu'il y avait des figures qui sont importantes pour vous, Pinel, Combes, Jaurès. Maintenant, avec la venue de la COF, il y a aussi Anici. Et ces figures, ces différentes figures du côté de la psychiatrie et de sa réforme,
du côté du politique, séparation de l'Église et de l'État, ou bien encore du côté vraiment du politique avec Jaurès et cette volonté de transformer la réalité. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi un fil conducteur et qu'on va sans doute retrouver et que vous allez retrouver dans ces journées. Alors, effectivement, moi, ça fait maintenant une trentaine d'années que je travaille plus ou moins avec ce concept d'accompagnement. Ce concept, et je dirais ses pratiques, et ce qui m'intéresse beaucoup, Dominique l'a dit un peu, c'est finalement comment les concepts donnent vie ou soutiennent des pratiques qui elles-mêmes sont transformées en permanence par les aléas institutionnels. Dans ces aléas institutionnels, il y a bien entendu les changements, les choix, les réorganisations politico-économiques, disons. Et puis, il y a aussi de fortes dimensions culturelles, idéologiques, qui sont portées par des collectifs divers. Je n'en rajoute pas de ce côté-là, mais c'est une façon de vous dire un petit peu, effectivement, dans quel cadre est-ce que je parle, puisque, comme Dominique l'a également dit, en arrière-plan, même si aujourd'hui je ne vais pas tellement vous en parler, j'ai essayé de suivre la commande que l'on m'a passée en essayant de me tenir au concept d'accompagnement, mais vous entendrez quand même derrière la petite musique, toujours de la référence à l'analyse institutionnelle et finalement à un rapport aux pratiques qui est quand même fortement surdéterminé par cette idée de socio-clinique institutionnelle qui fait toujours la part belle finalement au collectif. Donc ça, c'est un petit peu pour la toile de fond. Alors, voilà comment je vais essayer de mener les choses en essayant de me tenir au temps. Dans un premier temps, je reviendrai rapidement sur, je dirais, le contexte, le vôtre, et puis d'une certaine façon le mien. Parce qu'il me semble que, évidemment, c'est pas un scoop, la place d'où on parle a quand même une certaine importance. Ensuite, j'en arriverai à la question du mot lui-même, accompagnement. Qu'est-ce qui connote ce mot ? Les mots et les concepts en particulier sont chargés. Ils sont chargés par l'histoire, ils sont chargés par les valeurs, les idéologies. Et c'est évidemment essentiel de repérer. Ensuite, je mettrai l'accent sur la tension qui me semble active et à laquelle vous aurez affaire de plus en plus, tension entre les dimensions individuelles et les dimensions collectives. Lorsqu'on parle d'accompagnement, vous avez retenu pour titre accompagnement individuel, mais je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit que l'accompagnement, qu'on le veuille ou pas, a toujours une dimension collective plus ou moins revendiquée ou assumée, ce qui m'amènera à glisser pour en venir effectivement à cette question finalement, eh bien, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui que cette explosion, cette généralisation des pratiques d'accompagnement, est-ce que c'est un symptôme social d'une certaine façon? Et je terminerai par une question qui est dans votre actualité, c'est-à-dire la question de la professionnalisation de l'accompagnement. Professionnalisation ou déprofessionnalisation d'ailleurs? Ça, c'est une question à laquelle peut-être j'essaierai de ne pas répondre à votre place. Le contexte, eh bien, ça a déjà été un peu dit par différents intervenants. C'est bien sûr pour vous, celui, et la ministre le rappelait, celui de cette perspective d'un corps unique des psychologues de l'éducation nationale. Comme ça a été dit, moi j'ai été dans une première vie instituteur, puis instituteur spécialisé, professeur des écoles, etc. Et j'ai travaillé en RASED pendant quelques années, 2-3 ans. Les psychologues scolaires, pour moi, ce sont d'abord ceux du premier degré. J'espère que ça ne vous contrarie pas que je vous dise ça de cette façon. Ce qui signifie que, je dirais, il y a déjà, vous voyez, si on parle des mots, psychologue scolaire de l'éducation nationale, je dirais, le mot, l'appellation est déjà en partie occupée. Ces questions mettent évidemment en mouvement des rapports, je dirais, entre des traditions, des cultures, des formations, des pratiques qui sont extrêmement hétérogènes.
Évidemment, ce serait trop rapide que de considérer qu'il y a deux cultures, celle du premier degré, celle du second degré. Comme vous le savez sans doute, il y a une forte hétérogénéité chez vous et chez eux. Et d'ailleurs, il me semble, pour bien connaître et vous et eux, qu'il y a des transfuges et que certains d'entre vous et certains des psychologues du premier degré ont beaucoup à voir et sont dans de fortes causes communes, je dirais. Cette actualité vous concernant, est-ce qu'elle a à voir, c'est un peu ça ma question, est-ce qu'elle a à voir avec le renforcement des pratiques d'accompagnement individuel? Pour le dire plus crûment, est-ce que l'on donne satisfaction à cette constitution d'un corps unique pour mettre l'ensemble des psychologues de l'éducation nationale au service d'une nouvelle manière de penser le travail auprès des enfants et des adolescents, qui seraient donc ces pratiques dites d'accompagnement dans leurs différentes formes. Cette première entrée a aussi, peut être vue comme étant en tension, voire en opposition, avec une deuxième mission que l'on pourrait vous donner et que peut-être vous remplissez déjà. En tout cas, les psys du premier degré le font dans la réalité. C'est ce qu'ils appellent faire le pompier. C'est-à-dire, il y a une école, il y a un établissement qui va mal, l'équipe est en tension, il y a des dépressions parmi les enseignants, des arrêts maladie, ou bien il y a des conflits, il y a des difficultés relationnelles avec les parents, etc. Vos collègues du premier degré, bien que ce ne soit pas absolument central dans leur mission, répondent au cas par cas à ce type de mission. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça vous concernera? Est-ce que vous souhaitez que cela vous concerne? Vous voyez, là déjà, on est dans cette question de l'individuel et du collectif. Quel est mon public cible? À quelle réponse, à quelle commande est-ce que je réponds? Est-ce que j'accepte de répondre? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est stratégique? Etc. Là encore, je ne vais pas répondre à votre place, mais les questions, évidemment, sont posées. Et donc, on voit là déjà qu'il y a cette question de la tension entre, encore une fois, individuel et collectif. Alors, l'accompagnement, je disais, c'est un terme qui prend énormément d'importance, vous le savez. Au début des années 2000, Jacques Ardoineau, qui était d'ailleurs l'un de nos profs à Paris 8, parlait d'un paradigme de l'accompagnement. Il disait, désormais, l'accompagnement est devenu un paradigme. Un paradigme, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser le social, une nouvelle manière de penser les rapports sociaux. Une manière de penser les rapports sociaux et du coup de penser aussi l'intervention des professionnels dans ces rapports sociaux. Alors c'est cette idée que l'accompagnement n'est pas seulement une pratique professionnelle, une pratique d'intervention plus ou moins individualisée, etc. Ce que je voudrais creuser, c'est cette idée que l'accompagnement est aussi une nouvelle manière de penser les rapports sociaux, les relations sociales, les parcours de professionnalisation, les parcours d'autonomisation, etc. Alors si j'accroche, je dirais, si je partage cette idée d'Ardoineau, eh bien c'est aussi parce que, je vous disais, ça fait une trentaine d'années que je suis dans les tuyaux, comme dirait l'autre, ce que je partage sans doute avec certains d'entre vous, et donc je dirais, on en a vu d'autres. Depuis 30 ans, on a vu des pratiques rebaptisées à de multiples reprises. On ne parle pas d'accompagnement de façon généralisée depuis 30 ans. Lorsque, par exemple, mais ça va faire écho chez certains d'entre vous, lorsque dans les années 80, je suivais ma formation d'enseignant spécialisé, le terme à l'époque qui vraiment avait le vent en poupe, c'était ce terme de médiation, de remédiation.
C'était un terme qui avait l'air anodin comme ça, mais qui était quand même symptomatique de quelque chose qu'on retrouve ensuite dans l'accompagnement, qui était l'idée d'une transformation importante du rapport pédagogique, du rapport à l'apprenant. On n'était définitivement plus dans le modèle d'un apprentissage par transmission de connaissances, mais bien dans un modèle qui d'ailleurs venait valider tous les travaux des pédagogies et de l'éducation nouvelle, qui était cette idée que finalement l'enfant, l'adolescent, le jeune sont eux-mêmes dans une dynamique qu'il s'agit, on ne disait pas encore comme ça, mais d'accompagner, une dynamique d'apprentissage, et évidemment ça faisait le lien avec le constructivisme, le socio-constructivisme, et même pour le GFEN, l'auto-socio-constructivisme. Donc ces éléments-là sont assez importants parce qu'on n'accompagne pas quelqu'un qui d'une certaine façon ne s'accompagne pas déjà tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas déjà lui-même une certaine dynamique. Et en particulier, évidemment, c'est quelque chose qui a toujours à voir avec un pari. Accompagner l'élève dans ses apprentissages, ça suppose un pari sur le fait que l'élève est, comme on le dit maintenant, acteur de ses apprentissages, c'est-à-dire qu'il a le désir d'apprendre. Là encore, je vous ferai remarquer que cette idée que l'élève a le désir d'apprendre n'est pas nécessairement partagée, y compris aujourd'hui d'ailleurs. Parfois d'ailleurs, ça fait tension entre les psychologues et les enseignants, cette idée du désir. C'est un mot des psys, c'est moins un mot des enseignants. L'enseignant peut parfois penser, et là je le dis en toute tranquillité puisque j'en suis un, peut penser que ce désir chez l'apprenant n'est pas nécessairement centré sur les apprentissages, ou en tout cas qui peut être centré à certains moments sur l'échappée par la fenêtre ou ailleurs, la désertion, etc., plutôt que dans le désir de connaître. Et donc vous voyez bien que ces questions ont à voir dans la durée sur la question aussi du statut de l'élève, de l'apprenant. C'est une question de représentation, on pourrait dire aussi. Comment est-ce qu'on considère celui qui est censé, puisque c'est son travail finalement, apprendre, s'autonomiser, construire son parcours, sa singularité, etc. Dans les années un petit peu 90, dans les années 90, je vous rappelle, la grande affaire, et ça revient aujourd'hui, c'était la question de l'innovation. Bon, je pense qu'on vous refait le coup régulièrement comme à nous à l'université, vous voyez de quoi on parle. Moi, il se trouve que dans ces années 90, j'ai beaucoup travaillé avec dans des dispositifs, des séminaires, etc., mis en place par la DESCO, la direction de l'enseignement scolaire, puisque l'innovation, c'était la grande affaire. Les militants pédagogiques, à l'époque, étaient, je dirais, souvent les chevilles ouvrières de ces dispositifs. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient là une reconnaissance à leur engagement. Alors là, on trouve une vieille affaire de l'analyse institutionnelle, c'est ce processus d'institutionnalisation. C'est-à-dire que les transformations institutionnelles, pour parvenir à prendre, doivent évidemment pouvoir prendre sur les pratiques, sur les convictions, voire sur les idéologies des individus. On ne transforme pas un système, une organisation, etc., simplement par décret, par circulaire, ça fait flop. Ça prend si ça peut faire écho, si ça fait lien, s'il y a prise avec des convictions, des pratiques, parfois des prises de risques qui étaient déjà là d'une certaine façon. Et donc il y a toujours cet effet, d'une part, d'une reconnaissance de ce qui était déjà là, mais en même temps, évidemment, ces individus plus ou moins militants que l'on reconnaît en produisant cette transformation vont assez rapidement en général considérer qu'ils ont été instrumentalisés, trahis, etc. Parce que ce pourquoi ils avaient milité, ils ne le retrouvent jamais exactement dans la réforme qu'ils permettent finalement de faire aboutir.
mais en même temps, comme nous le rappelle le sociologue Philippe Bernoult dans son ouvrage Sociologie du changement, je vous le conseille parce que c'est quelque chose qui donne à penser, aucune réforme, aucun changement ne correspond à ce qui est prévu à l'avance. Et pourquoi ? Eh bien justement parce qu'aucune réforme, aucun changement ne peut se faire sans la participation d'une manière ou d'une autre, y compris parfois par certaines formes de résistance, de personnes qu'elles concernent. Vous êtes en plein ici dans une transformation de votre propre corps professionnel. Ce n'est pas quelque chose qui se passe indépendamment d'une transformation du système plus large, de l'éducation nationale, des rapports d'employabilité, etc. Vous êtes en prise sur ces changements, vous allez y trouver satisfaction, réponse à certaines de vos aspirations, et en même temps, dans le même temps, vous allez y trouver évidemment source de contrariété. Mais c'est prévu, vous le savez. Enfin, j'imagine, j'espère que vous le savez. Cette même question, enfin, je voudrais insister sur le fait que c'est cette importance prise par les pratiques, les dispositifs d'accompagnement, moi je vous invite à les regarder toujours en transversalité aux différents champs professionnels. Ne les regardez pas seulement à l'intérieur de l'éducation nationale, sinon vous n'allez rien y comprendre. Évidemment, là j'ai l'air un peu de faire la retape, je dirais, pour mes propres convictions. Partie de l'enseignement primaire, aujourd'hui, comme le disait Dominique, je travaille effectivement dans une transversalité éducation, santé, sociale. C'est-à-dire je travaille aussi bien avec des formateurs et des professionnels de santé qu'avec des formateurs et des professionnels du travail ou de l'action sociale. Puis maintenant, effectivement, j'ai l'opportunité de travailler aussi au Canada ou au Brésil et je vois comment ces évolutions dont on parle là concernent tous ces secteurs. Tous ces secteurs, autre lecture que je vous conseille, Lise de Mailly. Lise de Mailly, un ouvrage vraiment, c'est un gros bouquin, mais on n'est pas obligé de le lire linéairement du début à la fin. Politique de la relation. Et dans cet ouvrage, Lise de Mailly pense justement de façon transversale les professions éducation, santé, sociale en repérant les évolutions, les transformations. Et c'est ainsi, je pense vraiment que c'est ainsi que l'on peut comprendre ce qui arrive à chacun de nos métiers. Je dis nos métiers, parce que le métier de professeur d'université, vous savez, il lui arrive à peu près les mêmes choses qu'au vôtre. On ne vit pas sur une autre planète. Ces transformations que l'on peut regarder à travers le prisme de l'accompagnement, eh bien, évidemment, nous amènent à mettre un peu plus la focale maintenant sur ces mots de l'accompagnement. Alors, vous allez voir pourquoi je parle de mots aussi. Donc, le mot accompagnement, puisque quand on parle de concept, bien évidemment, on part d'un mot. Accompagnement, vous voyez bien, vous savez bien que ça a à voir avec compagnonnage, ça a à voir avec compagnon. Bon, ça c'est vraiment une banalité terrible. Alors, regardons un peu plus quels sont les usages de ces termes. Vous savez, et ça fait partie sans doute de l'imaginaire français, en particulier du côté du monde de l'éducation et de la formation, il y a les compagnons de l'Université Nouvelle, vous connaissez, les compagnons du devoir, les compagnons de la Libération, les compagnons d'Emmaüs. Entre les compagnons de la Libération, de l'Université Nouvelle, du devoir et d'Emmaüs, vous pouvez vous dire, c'est quand même des mondes sensiblement différents. Les uns laïcs, les autres plutôt d'obédience religieuse, les uns clairement inscrits dans le politique et d'autres plutôt dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'action sociale. Ces usages, quand même, nous renvoient dans l'imaginaire à une idée de combat, alors particulièrement évidemment avec les compagnons de la Libération,
mais aussi pour les compagnons de l'Université Nouvelle avec un modèle de réforme de l'école. Ces combats qui sont des combats politiques, qui sont des combats sociaux, mais qui font aussi appel à une autre notion, c'est la notion de solidarité. Dans le compagnonnage, il y a toujours cette idée de solidarité qui renvoie à l'idée d'un collectif, encore une fois. C'est-à-dire que s'il y a compagnon, c'est que l'on fait partie d'une compagnie. Alors compagnie, association, groupe, parti, etc. Le terme, et on va voir que ça se retrouve aussi dans l'accompagnement, évidemment, chez nous en France, particulièrement connoté de valeurs chrétiennes. Ça, on peut difficilement passer à côté. Et vous savez que ces valeurs chrétiennes, voire certaines des pratiques, ont fortement en France, mais pas seulement, imprégné tout un secteur professionnel qui est celui du travail social. C'est d'ailleurs parfois ce qui fait difficulté et tension dans les rapprochements et les dialogues entre le milieu du travail social, même si aujourd'hui il est largement laïcisé, etc., etc., on trouve quand même une manière de voir, de percevoir des mots, des orientations dans les métiers du social qui peuvent faire tension et conflit avec les métiers de l'éducation et en particulier les métiers de l'éducation nationale qui souvent sont branchés sur une autre histoire, on pourrait presque dire une autre mythologie dans laquelle Combes et Jaurès en particulier tiennent une autre place. C'est-à-dire que lorsque je vous dis il est important de regarder ce qui se passe dans ces différents champs à propos d'accompagnement, je dis aussi en même temps, ce n'est pas pour autant la même histoire. Effectivement. C'est-à-dire les différents champs professionnels, tous ces métiers de la relation, comme le dit Lise de Mailly, ont des histoires, des imaginaires, peut-être des idéologies différentes. Alors ce terme d'accompagnement, donc, il est largement porté, diffusé dans cette culture d'origine chrétienne, je dirais. Vous savez qu'aujourd'hui, il est très utilisé, le terme d'accompagnement, pour parler, par exemple, de l'accompagnement des mourants, l'accompagnement des personnes handicapées, plus généralement l'accompagnement des personnes en difficulté. Alors, je dis souvent, lorsque vous êtes accompagné, c'est quand même très souvent que ça ne va pas très bien pour vous. Voyez ? Quand on vous propose un accompagnement, bon. Et lorsqu'on vous propose d'accompagner, il faut bien vous attendre à devoir accompagner des personnes qui peuvent avoir certaines difficultés, mais surtout aussi qui peuvent elles-mêmes ne pas souhaiter être considérées comme des personnes relevant de la catégorie en difficulté, mourante, handicapée, etc. Alors je parle de ça d'autant mieux que, vous voyez, je ne peux pas rester avec vous demain parce que je fais une journée entière de soutenance de DU, accompagnement et soins palliatifs. Vous voyez, ça vous donne la couleur. Voilà, et il y a une société française de l'accompagnement et soins palliatifs dans ces milieux. Lisez Emmanuel Hirsch en particulier. Dans ces secteurs, l'accompagnement diffuse extrêmement largement. Donc, vous voyez, parler d'un concept d'accompagnement ne peut pas faire l'économie de cette charge-là, cette charge importante. Mais, vous voyez, c'est une charge qu'on peut trouver un peu lourde, évidemment. Mais, comme vous le savez sans doute, ces métiers de l'accompagnement, d'un point de vue économique, ce sont des métiers extrêmement porteurs. C'est-à-dire que si on regarde les choses, vous voyez, avec une autre lunette, la lunette de la productivité, du PIB, voilà, eh bien, il y a du chiffre à faire, évidemment, du côté de l'accompagnement. Est-ce que l'on doit s'en plaindre? Certainement pas.
Est-ce qu'on doit se plaindre qu'on pense davantage à l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes en difficulté, etc. Mais il faut bien voir qu'en même temps, que cette idée de bientraitance, d'humanisme, etc., il y a derrière, il y a en même temps le développement de toute une activité et même d'un secteur marchand extrêmement lucratif. Vous voyez, toujours tenir les choses ensemble sans nécessairement les opposer absolument, mais en pensant que dans une dynamique, il y a toujours plusieurs dynamiques. Est-ce que l'on accompagne uniquement des personnes en difficulté ? Aujourd'hui, on accompagne les cadres supérieurs dans leur reconversion, on accompagne les cadres dynamiques dans leurs activités sportives, pour tout, et même les élèves issus de classes, de catégories sociales supérieures qui essayent d'éviter et les travailleurs sociaux et les psychologues de l'éducation nationale ou du travail social. Eh bien tout cela, vous savez qu'on ne parle pas d'accompagnement, on parle de coaching. Alors évidemment, on va vous expliquer que le coaching, ce n'est pas de l'accompagnement, que l'accompagnement, ce n'est pas du coaching, etc. Vous voyez bien que là aussi, les connotations sont importantes. Pourquoi ce boom du coaching ? Je crois qu'on sera peut-être assez facilement d'accord sur le fait qu'il était nécessaire de dégager les pratiques d'accompagnement pour qu'elles soient acceptables ou acceptées par certains publics, des connotations dont je parlais auparavant. Donc le choix des mots, vous voyez, encore une fois, ce ne sont évidemment pas des choses neutres. Les copsy, devenant psychologues de l'éducation nationale, seront-ils des accompagnateurs ou des coachs? Voilà, à vous de voir. Je vous signale que Pôle emploi s'est déjà saisi de la question depuis un certain temps. Pôle emploi rémunère des coachs pour les personnes en grande difficulté d'insertion. Il y a certainement là aussi une raison qui est argumentée par la bientraitance, c'est-à-dire donner finalement à ces personnes en grande difficulté d'insertion professionnelle finalement le sentiment peut-être qu'elles sont considérées, traitées en dignité égale avec des cadres supérieurs qui vont plutôt travailler avec la PEC ou avec des instances privées. Alors, voilà pour ce balayage. Je m'excuse évidemment d'aller très vite. Maintenant, dimension individuelle et dimension collective. Je dirais que dans une conception relativement traditionnelle de l'accompagnement, sans doute celle à laquelle on pense tout de suite et qui diffuse le plus, en particulier dans les milieux de la psychologie, on pense assez rapidement on voit assez rapidement l'accompagnement comme une pratique de personne à personne. Un individu, un professionnel qui accompagne un usager, un bénéficiaire, un client peut-être, ou un patient. Cette conception de l'accompagnement, je crois qu'il faut vraiment la préciser en considérant qu'on parle là finalement d'accompagnement individuel. Cet accompagnement individuel, il est présent dans l'histoire dont je vous parlais. Les compagnons du devoir avec leur Tour de France, vous voyez, accompagnent bien l'accès au métier, l'accès à ce qu'on n'appelait pas encore le groupe professionnel du nouveau compagnon. Donc on se préoccupe bien de sa formation, de sa trajectoire individuelle. Mais remarquons tout de même que cet accompagnement, dans ce cadre-là, ne se fait pas par un individu seul. Il se fait par le groupe, le collectif, la communauté des compagnons. D'ailleurs, l'idée même du Tour de France, c'est-à-dire l'idée qu'on ne se forme pas dans une seule boutique, mais qu'il faut faire le tour, c'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure de ce que c'est que le groupe professionnel. Là encore, évidemment, les compagnons du devoir ne parlent pas de groupe professionnel, vous l'avez compris, de la compagnie, disons.
Cette dimension collective, cette dimension de prise en charge collective, d'inscription du parcours et de l'accompagnement dans un collectif large, n'exclut pas pour autant un rapport interindividuel de plus hiérarchisé, c'est-à-dire le rapport maître-élève. Chez les compagnons, il y a des maîtres. Ça n'empêche ni l'accompagnement collectif, ni la circulation, et ça n'induit pas nécessairement l'assujettissement de l'élève au maître. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a justement derrière cette compagnie, ce collectif. Et que finalement, ce qui accompagne, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le maître lui-même. Ce qui accompagne, c'est la compagnie, c'est le groupe, c'est le collectif. Pensez donc cette question de l'individualisation déjà. Alors je crois que Jean-Yves Rochex reviendra sur ces questions d'individualisation. Vous voyez, on oppose souvent de façon un peu caricaturale l'individualisation et la socialisation, l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Moi, il me semble qu'on gagne évidemment à les mettre en discussion, à les mettre en dialectique, tout en reconnaissant qu'à certains moments et dans certaines circonstances, ils peuvent s'opposer effectivement radicalement et qu'on gagne peu à mettre, je dirais, toutes ces billes dans l'un ou dans l'autre. Cet accompagnement donc qui peut être collectif, comme dans les modèles dont je parlais, je disais aussi tout à l'heure qu'il est fait d'un principe qui peut être un principe de solidarité, d'un principe de combat commun. Vous voyez ? Alors est-ce qu'on pense toujours nécessairement nos pratiques d'accompagnement avec cette idée, si ce n'est d'un combat, du moins d'une finalité, d'une visée, peut-être une visée de transformation des individus, mais aussi plus largement de transformation sociale. Et là, évidemment, ça départage parfois les pratiques d'accompagnement entre celles qu'on va considérer comme étant militantes et celles qu'on va considérer comme étant professionnelles. En même temps, on peut se dire que si les pratiques d'accompagnement professionnelles n'ont pas de visée sociale, voire de visée politique, peut-être qu'elles vont vite être un peu en panne. Si je reviens un instant sur les inspirations ou les origines peut-être chrétiennes qui connotent un petit peu tous ces termes, vous voyez aussi que cela n'exclut pas les pratiques caritatives. C'est-à-dire que dans les pratiques de charité, quelle est l'idée ? Eh bien, l'idée est que les deux parties, finalement, appartiennent aussi à une même communauté, cette communauté étant l'humanité, ou, pour certains, l'Église. C'est parce que tu appartiens, d'une certaine façon, à la même communauté que moi, parce que je te reconnais comme appartenant à la même communauté, donc ayant une égale dignité, ayant une égale humanité, que je t'accompagne. Alors ça, ce sont des choses qui sont reprises dans un certain nombre de travaux. Je pense que ça, je ne pense pas, j'en suis sûr, ça se retrouve par exemple dans les travaux de Maëla Paul, dont on parlait tout à l'heure, que certainement vous allez découvrir et connaître de plus en plus. Accompagner l'autre, c'est donc accompagner l'autre que je considère comme étant aussi un autre moi-même ou ayant quelque chose de commun avec moi-même. C'est donc aussi partager quoi ? Eh bien, une appartenance. Alors, où est-ce qu'on situe ce niveau d'appartenance ? Une appartenance territoriale, sociale, ethnique, religieuse, entrepreneuriale. Vous voyez, on voit de tout. On voit de tout. Alors, vous me voyez sans doute tout doucement venir. Accompagnement, de quoi est-ce que, je disais, de quoi est-ce que l'accompagnement est le symptôme ? Alors, ce mot de symptôme, évidemment, il a à voir avec le fond de la psychologie, plus généralement, sans doute, de toutes les pratiques et théories cliniques. On pourrait dire avec Robert Castel
que l'accompagnement est sans doute le symptôme des incertitudes sociales. Avec Bauman, Zygmunt Bauman, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant très diffusé, de la liquidité, de la liquéfaction des liens sociaux, ou avec Alain Ehrenberg, finalement, d'une sorte de contagion dépressive en réaction à une individualisation à outrance. C'est-à-dire que finalement, cette volonté d'individualiser de plus en plus les pratiques, les parcours, les dispositifs, les formes d'accompagnement, si on suit un certain nombre de sociologues, on peut dire que ça fabrique de l'individualisme et donc de l'isolement, de la solitude, du décrochage, de la désaffiliation, comme le dit encore Castel, dans lequel finalement le tissu social se déferait. Bon. Alors c'est peut-être évidemment charger beaucoup la barque que de dire que cette comme on l'a dit beaucoup dans les années 90, cette montée de l'individualisme est due seulement à ces pratiques d'individualisation, certainement pas. On peut même considérer que ces pratiques d'individualisation sont prises dans un mouvement qui est bien plus vaste et qui produit à la fois de l'individualisation et de la déliaison et de la solitude, pour le dire autrement. Toujours est-il que dans ce contexte donc des années 90-2000, on observe effectivement, comme le dit Arduano avec son idée de paradigme de l'accompagnement, une explosion vraiment des pratiques d'accompagnement. Alors, c'est en particulier le cas pour de nombreux dispositifs qui ont d'abord pris le mot écoute comme drapeau. Je vous fais remarquer que beaucoup de dispositifs dans ces années 90-2000, il était question d'écoute. C'est là où on fleurit aussi de nombreux numéros verts, etc. On écoute. Là, je vous renvoie en particulier au bouquin de Didier Fassin, Des mots indicibles, dans lequel il étudie ce qui se passe dans les lieux et dispositifs d'écoute, dont il remarque qu'ils se développent de façon extrêmement importante. L'analyse derrière n'est pas forcément très réjouissante, c'est l'idée que si l'on développe des dispositifs et des pratiques professionnelles pour écouter les personnes en difficulté, c'est en partie parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à leur proposer. C'est-à-dire que le professionnel de l'insertion professionnelle en période d'emploi, de chômage massif, peut-il proposer un emploi ? Eh bien, en fait, il propose de l'écoute, de l'accompagnement, prenant la forme de formation en particulier. Bon, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça. On retrouve la même chose du côté du travail social et la même chose du côté de la santé. Quand je vous parle d'accompagnement de fin de vie, c'est bien parce qu'il n'est pas possible de proposer d'autres réponses. Donc il devient urgent, important d'écouter, d'accompagner, de faciliter, de reconnaître, etc. Donc il faut bien voir que ce développement de compétences, parce que c'est des vraies compétences, de compétences d'écoute, de compétences d'accompagnement, ont aussi à voir peut-être avec une sorte de temporisation. Oui, il faut temporiser, il faut répondre. Voilà. Il faut répondre, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'on peut répondre ? Et ça devient d'autant plus compliqué lorsque les résultats des professionnels sont évalués au résultat. Alors, le résultat, qu'est-ce que c'est pour un professionnel de l'insertion professionnelle payé par Pôle emploi ? Est-ce qu'il peut afficher des taux de placement, etc. Oui, mais après on trafique. C'est-à-dire, oui, mais en fait on essaye d'oublier qu'au bout de 2 ou 3 mois, le stage s'arrête, le jeune est renvoyé, etc. Bon. Il y a ça d'une part, et puis d'autre part, il y a aussi que finalement les dispositifs d'évaluation eux-mêmes ont pris en compte ces évolutions et on va évaluer de façon un peu différente, y compris en termes de parcours. Le jeune qui va aller d'une formation à une autre, qui va
faire un stage, qui va ceci, qui va cela, on va être obligé de changer également les modalités d'évaluation. Je reparlerai après de ces modalités d'évaluation parce que ce n'est pas un détail. Je vous renverrai aussi pour les années 90, parce que c'est très parlant à propos de ces choses-là, au travail de Pascal Nicolas Lestrade sur les premiers dispositifs de RMI, dans lequel il montre très bien à partir du terrain que pour ces premiers bénéficiaires du RMI, le travail des professionnels était un petit peu compliqué puisque, là encore, non seulement on est en période de chômage, mais en plus on travaille avec des personnes considérées comme inemployables ou très loin de l'emploi. Bon. Et il remarque que dans ces dispositifs, donc début des années 90, que malgré tout, ce qui est mis en avant pour accompagner les personnes dans ces grandes difficultés, c'est la mise en projet. Voilà. On demande à ces personnes démunies, sans ressources, qui ne se projettent pas, on leur demande d'avoir du projet. Et c'est parce qu'ils ont du projet qu'ils pourront avoir de l'allocation. Vous voyez ? Bon, alors là, vous voyez encore une fois, on transpose, c'est-à-dire on dit les cadres sup, etc. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent ? Ils réussissent parce qu'ils arrivent à se projeter. Et bien comme ils réussissent parce qu'ils arrivent à se projeter, les jeunes, les vieux, enfin, peu importe, en difficulté d'insertion professionnelle, il faut qu'ils se projettent. Il faut qu'ils deviennent entrepreneurs d'eux-mêmes. Comme on ne le disait pas encore, mais maintenant on le dit. Maintenant on le dit comme ça aux jeunes, et maintenant on a même dans les dispositifs, dans les missions locales, avec lesquelles vous travaillez sans doute, on a désormais des stages de formation à la création d'entreprises pour des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui ne savent pas comment se débrouiller pour trouver un emploi. Eh bien, voilà, il y a des travaux qui se développent de ce côté-là pour les accompagner dans la création d'entreprises. Autant vous dire, vous le savez sans doute, que ça active de fortes résistances chez les professionnels, surtout chez les plus anciens. Et en même temps, c'est en train de renouveler la donne. Il y a des entrepreneurs qui travaillent avec ces missions locales, il y a des associations qui se développent. Et j'observe, parce que j'ai des étudiants qui travaillent sur ces questions-là, que là aussi, de l'imprévu se produit. Qui m'oblige moi aussi à remettre un peu en question mes propres a priori de ce côté-là, parce qu'ils s'inventent parfois des choses tout à fait surprenantes. Bon, évidemment, de temps en temps aussi pour, prendre les aides. Vous voyez, c'est-à-dire, si j'obtiens les aides en faisant telle et telle chose prescrite, eh bien évidemment, ça crée l'effet d'aubaine et on va plutôt répondre de ce côté-là. Mais après tout, ça développe des capacités analytiques et stratégiques chez les jeunes, comme d'autres. Et finalement, les accompagnateurs, je l'observe, l'ont aussi assez bien compris. Aujourd'hui, accompagner, c'est donc peut-être aussi accompagner dans les méandres de ces transformations institutionnelles et donner des clés de lecture, ou en tout cas permettre que des clés de lecture puissent être élaborées par ces bénéficiaires, usagers, etc. Alors, j'en viens à cette question du rapport maintenant à la professionnalisation. Excusez-moi. Mon temps est écoulé d'après mon téléphone, mais je vais encore gratter 5 minutes grâce à mon voisin. Alors, cette question de professionnalisation. Je vous disais, accompagnement, le terme est chargé. Il a une charge imaginaire, une charge idéologique, une histoire, etc. Il a des usages. Les usages, vous le voyez, ils sont plutôt dans certains domaines de la difficulté. Et lorsqu'on utilise les mêmes pratiques dans des champs que l'on veut soustraire à cette noirceur, eh bien, on utilise d'autres termes.
Mais on a là aussi la connexion désormais avec cette idée de l'individualisation. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'individualisation que l'accompagnement peut permettre ou renforcer est aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, depuis je dirais une vingtaine d'années, souvent vue comme un gage de qualité. Comme un gage de qualité dans les évaluations, justement, dans les nouvelles formes d'évaluation des politiques publiques. Alors là, on est obligé de contextualiser le boom des pratiques d'accompagnement dans des choses qui peut-être vous semblent extrêmement éloignées, c'est le nouveau management public, la LOLF et la nouvelle gestion publique. Ces choses sont absolument connectées. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Pourquoi est-ce que, ça paraît étonnant, pourquoi est-ce que les politiques publiques, à l'échelle au moins européenne, promeuvent de l'individualisation ? On peut trouver que c'est curieux. Pourquoi une politique, vous voyez, qui cherche à produire des effets de masse, produit de l'individualisation ? Eh bien, la première réponse, c'est que l'individualisation est plus facilement évaluable individuellement, chiffrable. On peut faire de la mesure. Bon, je ne sais pas si... c'est le problème aussi bien des chefs d'établissement de collège ou de lycée que de directeurs de centres sociaux. Demander un budget pour une action collective, c'est toujours compliqué parce que comment est-ce qu'on va évaluer l'effet sur les individus, les réussites, comment on va évaluer la réussite d'un projet collectif? C'est compliqué. Alors pour un centre social, par exemple, c'est encore plus compliqué parce que la mission d'un centre social, c'est de développer de l'action collective. Mais pour obtenir des budgets, il faut qu'il prévoie une évaluation du projet qui repose sur des réussites individuelles. Vous voyez, ça met en tension quand même sacrément à la fois des valeurs, des objectifs, etc. Il me semble que les établissements scolaires sont souvent un petit peu aussi dans ce type de difficultés. Donc, il y a là derrière des questions d'évaluation. Par ailleurs, et ça va peut-être vous paraître un petit peu étonnant, mais on le voit bien avec aujourd'hui les dispositifs qui recourent au numérique, d'enseignement à distance, d'informatisation, etc. C'est l'individualisation qui permet l'industrialisation, qui permet la standardisation. Alors là aussi, c'est quelque chose qui peut heurter si on a dans la tête le modèle d'une individualisation en rapport avec la pratique clinique, le face-à-face, la relation duel, etc. Certes, mais il faut bien que vous voyez qu'aujourd'hui, quand on parle d'individualisation, y compris d'accompagnement individuel, on parle aussi de dispositifs de masse, dans lequel on a, et je le vois bien à l'université, dans des dispositifs de formation à distance, des milliers d'individus que l'on suit individuellement, avec des parcours évalués pas à pas, etc. Donc, suivi rapproché, etc. Les outils numériques le permettent. Et ensuite, ce que les chercheurs qui travaillent sur ces dispositifs commencent à voir, c'est qu'on s'est beaucoup illusionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a du décrochage très fort, en particulier à l'université. Et donc on redécouvre que pour que ces dispositifs puissent vraiment fonctionner, il faut de l'accompagnement humain. C'est extraordinaire. Il faut de l'accompagnement humain. S'il n'y a pas derrière l'ordinateur un formateur, etc., qui suit, qui est capable de raccrocher, de répondre, eh bien ça ne marche pas. Et c'est grave parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans ces dispositifs, parce qu'il y a des quantités de gens qui sont engagés. Bon, donc là aussi, c'est quelque chose qui sans doute nous donne à penser, mais vous voyez que cette idée d'accompagnement individuel n'est pas nécessairement dans les pratiques et dans les dispositifs la continuité naturelle d'une pratique clinique. Voilà, ça, je pense que vous le saisissez bien. Ça peut être aussi des choses extrêmement formatées, individualisées. Les outils informatiques, vous le voyez bien dans votre propre domaine. Là, je voyais qu'il y a en ce moment sur Paris en particulier tout ce débat sur les logiciels d'affectation dans les collèges. Vous voyez qu'on s'en remet, mais on a l'air de s'en remettre à l'usage de logiciels pour compenser la ségrégation sociale.
ça interroge. Vous voyez, bon. Et là encore, on est dans de l'individuel. Vous voyez, c'est l'agrégation de parcours et de demandes individuelles, en particulier celles des parents, qui produisent bien sûr de la ségrégation sociale. Ce n'est pas un scoop. Hein. Comment est-ce que l'on essaye de corriger, compenser, etc., pour peu qu'on en ait la volonté politique? Souvent, on va d'abord chercher du côté de réponses automatiques. Je voudrais terminer sur une question qui peut paraître annexe, mais qui vous concerne, je crois, beaucoup. C'est la question dans l'orientation de l'employabilité, j'en ai déjà un peu parlé, et de l'adéquation entre les parcours de formation et finalement l'accès à l'emploi. Alors, quel rapport avec l'accompagnement? Bon. Le rapport avec l'accompagnement, je vous laisse un peu le faire à partir de ce que je disais avant, c'est-à-dire comment faire pour amener le jeune à pouvoir s'insérer, dans quel type de dispositif, comment est-ce qu'on dose l'individuel et le collectif. Dans un moment où on a beaucoup cru que les réformes successives des diplômes, les réformes successives des cursus de formation pour s'adapter aux besoins et aux demandes du monde de l'entreprise allaient permettre d'augmenter les taux d'emploi. Là, je vous invite à lire les travaux en particulier de Fabienne Maillard, qui montrent très bien que cette idée-là ne fonctionne pas. Et que si l'on réforme les diplômes, alors en ce moment, il y a une grande effervescence dans le travail social, regardez, parce que c'est des choses qui peuvent nous concerner assez vite, on réforme tous les métiers du social en réformant les formations. C'est-à-dire que pour intervenir sur les métiers, leurs contours, leurs définitions, on intervient sur les formations. Mais on n'intervient pas sur les formations, en tout cas si on le fait, on sait d'avance que ça ne marche pas pour produire une meilleure employabilité. Pourquoi? Parce qu'une fois que les jeunes sont formés, je ne vais pas vous expliquer, vous le savez sans doute, c'est-à-dire que c'est sûrement pas ça qui est prioritaire, ce qui amène évidemment à réfléchir la question de l'accompagnement, à quoi on accompagne, comment on accompagne, y compris dans des parcours visant la professionnalisation. On voit bien là que c'est sans doute davantage du côté des compétences réflexives, analytiques, à se situer dans un contexte mouvant, que l'on a plutôt intérêt à travailler avec nos accompagnés que de chercher à les rapprocher de standards plus ou moins préétablis dont on sait par avance que ça ne mène à rien. Voilà, c'était ton dernier. Bien, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation de l'accompagnement qui, effectivement, était très riche du point de vue des différentes façons de l'appréhender. Je crois qu'on va passer aux questions de la salle. Et puis, alors, je vous propose de ramasser un certain nombre de questions, peut-être de les noter, et puis, Gilles, tu y répondras après. Oui. Oui, moi, voilà, alors on va peut-être te donner un micro. Ou alors tu vas parler très fort. Je vais parler très fort. Il n'y a pas de micro? L'auditeur, directeur ici de Bayonne. Et je vais essayer d'approfondir. Attends. Ce sera pour les plus confortables. Oui, je vais improviser ma question, je peux répondre à la rédiger. Vous avez fait état des processus donc, qui sont critiqués de désaffiliation, d'isolement, etc. Moi, apparemment, il m'était venu une question. Est-ce que justement ces pratiques d'accompagnement ne sont pas venues compenser d'autres pratiques, plutôt la remise en question d'autres pratiques de solidarité, par exemple? Il me venait des formules du type solidarité de classe, par exemple, avec les formes que ça a pu prendre, ça peut éventuellement encore prendre. Alors, dans un certain cas, l'idéologie, bien entendu. Mais
mais il nous dit aussi fraternité républicaine. Justement, c'est pas la remise en question des principes fondateurs de la République qui amène ces processus de décrochage, d'isolement, de solitude individuelle. Donc c'est une reprise un petit peu de la question de la désarticulation. Et pendant que je me rappelais que dans le champ du politique, au sens politicien du terme, il est quand même assez symptomatique que certaines organisations, dans certaines organisations, on s'appelle compagnons, chacun verra lesquels, et dans d'autres, on s'appelle encore camarades. Voilà, peut-être un peu caricatural. Et puis, dernier point, pendant que je vais une question, je pense qu'on va discuter ici, également, et c'est pour ça que je vais d'abord un peu tard, de notre position d'accompagnant, d'accompagnateur. Mais n'oublions pas, à l'heure où on va passer du conseil d'orientation psychologue à psychologue de l'éducation nationale, que nous devons nous situer aussi dans une position d'accompagner. Puisque les psychologues, alors c'est une question, ne seraient-ils pas accompagnés dans ce qu'on appelle, par-ci par-là, analyse des pratiques, supervision, régulation, voire analyse institutionnelle de leur service? Merci Denis. Donc Denis a lui tout seul déjà posé 3-4 questions, donc soit on continue, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué pour toi, tu veux répondre tout de suite, Gilles? Je sais pas, est-ce que... Peut-être d'autres questions, merci. D'autres questions? Vous avez présenté donc la différence entre les accompagnateurs entre guillemets et les coachs comme relevant d'une différenciation des publics accompagnés. Donc effectivement, je pense que on le constate dans la pratique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette affaire une différence par rapport aux finalités qui sont poursuivies? Est-ce que, justement, pour les publics en difficulté, on n'est pas dans l'accompagnement vers une fin, en quelque sorte, marquée par, je dirais pas inéluctable, mais marquée par les contraintes, les limites, et donc qui viserait en fait à un accompagnement psychologique, à l'acceptation d'un futur le plus probable? Alors que dans l'idée du coach, en tout cas celle qui est vendue et bien vendue par le secteur libéral, il y a l'idée de transformation. C'est-à-dire, grâce à cet accompagnement, non seulement vous avez changé, vous allez peut-être changer, mais les choses autour de vous et votre destin possible va changer. Et donc ça revient à la question posée sur les finalités. Je pense que ça interpelle quand même largement les psychologues. La question, c'est où on se positionne, quoi. Parce que le rôle du psychologue, c'est de favoriser justement cet accompagnement, je dirais, sans trop de casse psychologique, vers un futur que de toute façon, en fonction de l'origine sociale et de l'histoire, on ne peut pas changer. Ou bien, est-ce que le rôle du psychologue, c'est d'œuvrer aussi pour la mise en œuvre des conditions d'une transformation du milieu dans lequel se trouvent les jeunes, donc pour nous de l'école, et de l'ouverture d'un autre développement possible. Tu réponds peut-être déjà tout ça. Tu réponds tout ça, d'accord. Ok. Merci. Alors, écoutez, je propose que Gilles, peut-être Denis encore, la dernière question, et après tu réponds peut-être à ce train de questions. Denis, le micro arrive. Voilà. Oui, je rebondis un peu sur ce qui a déjà été introduit une notion un peu différente de l'individualisation que vous avez évoquée, en remarquant fort pertinemment
importante de l'individualisation, c'est de donner la capacité de dénombrer. Voilà, c'est référence aux techniques d'évaluation. Nous sommes dans une société, la référence à un ouvrage d'Alain Soupeau, La gouvernance par le nombre, où l'individualisation est très importante parce qu'elle permet de compter. Et donc, de communiquer. Distinguer individualisation et individuation. Je pense que ça rebondit un petit peu sur ce que disait Christine Renarmier à l'instant. Je crois qu'il s'agit de deux choses différentes. L'individuation, c'est un processus, évidemment, qui permet à l'être humain, on va dire, une chose ainsi, d'agir, et d'avoir une action singulière sur ce qui l'entoure. Là, donc, par rapport à accepter le poids des choses ou essayer d'agir, de transformer, d'agir sur sa vie, bon, ben voilà, il faut peut-être distinguer l'individualisation avec les effets pervers et l'individuation. Et le rôle du psychologue est peut-être plus du côté de l'individuation que de l'individualisation. Merci Denis pour cette intervention. Je propose que Gilles réponde peut-être à toutes les questions qui lui ont été adressées. Merci. Oui, en fait, je vais faire des liens entre vos différentes interventions parce que c'est impeccable. Ça me permet de préciser et de développer certaines dimensions sur lesquelles je suis passé rapidement. La question de la compensation. Compensation de la perte, on peut dire ça comme ça, de la perte de certaines, ce qu'on appelle des solidarités mécaniques, des solidarités automatiques, qui renvoient, alors là, c'est toujours un peu délicat, parce que vous savez, il y a ce gros discours méta sur l'idée d'un effondrement des grandes organisations militantes, du militantisme, etc. Ce qui est un peu à la hache, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans de nombreux travaux que certes, les partis politiques, les syndicats, certaines grandes associations sont en perte de vitesse. Ça ne signifie pas pour autant qu'en particulier les jeunes n'ont pas des pratiques militantes et de solidarité, fort actives, capables de mobilisation, coup de poing, etc. Et parfois bien plus radicales que ce que nous avons pu connaître avec nos pratiques syndicales parfois un peu tranquilles. Donc la prudence, ceci dit, là où vous avez évidemment raison, c'est qu'une organisation type les syndicats traditionnels, je dirais, ce sont des structures instituées, permanentes, qui peuvent donc offrir du soutien, du service, etc., une continuité. Alors qu'on est peut-être de plus en plus, justement, dans des formes d'action, de militantisme plus individuelles ou plus individualisées, y compris quand elles sont collectives, sous le mode du réseau, etc. Et donc, du coup, évidemment, ce que vous dites sur ces solidarités un peu mécaniques en perte de vitesse, sans doute, oui, je crois qu'on peut dire que ce paradigme de l'accompagnement, comme le dit Ardoino, est effectivement une sorte de réponse. Mais c'est une réponse qui est aussi une réponse politique. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut plus compter sur cette solidarité mécanique, ouvrière, familiale, etc., pour soutenir les jeunes en difficulté, eh bien, l'État va devoir mettre en place d'autres choses, un maillage. Voilà. Et bien, ça passe par de l'accompagnement éducatif, accompagnement scolaire, etc. Mais vous voyez que là, très souvent, les dispositifs que l'on met en place, que l'État met en place, rendent d'autres services ou ont des effets souvent imprévus, a priori imprévus. Regardez les travaux de Dominique Glassman sur l'accompagnement scolaire. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que l'accompagnement scolaire développé en particulier dans les quartiers en plus grande difficulté, ailleurs on n'est pas demandeur, à Neuilly, etc., on ne demande pas d'accompagnement scolaire, vous voyez, on le finance autrement. Et cet accompagnement scolaire, en fait, Glassman observe qu'il a surtout des effets de maillage social. Il a, par exemple, des évaluations justement de ces dispositifs d'accompagnement scolaire commençant à montrer qu'ils n'étaient pas très efficaces en termes d'amélioration de la réussite scolaire. Des chercheurs comme Glassman ont dit attention, n'y touchez pas. Peut-être que ça ne répond pas
à la réussite individuelle, en tout cas de façon spectaculaire, mais ça assure d'autres choses. Ça met en place du maillage dans le quartier, ça tient des choses, ça assure des relations entre l'école et la famille, etc. Bon, vous voyez, des fois on compense sans le savoir. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Compagnon, camarade, oui, ça renvoie à l'histoire, vous voyez, compagnon du parti auquel vous faites allusion, évidemment, il renvoie massivement aux compagnons de la Libération et à De Gaulle, et le PC et ses camarades s'en démarquent. Voilà. Et pourtant, ils ont bien partagé la même bataille à un moment, si on retourne loin dans l'histoire. Mais bien sûr que tous ces mots sont porteurs. Accompagnateur, accompagné, oui, d'ailleurs, on peut mettre ça en rapport avec aussi l'intervention de Catherine, c'est-à-dire que est-ce qu'on parle du même accompagnement quand on parle de vos accompagnés et de vous-même? Voyez, est-ce que quand vous pensez l'accompagnement des jeunes en difficulté, etc., vous le pensez dans les mêmes termes? Est-ce que vous souhaitez pour vous, je vais le dire comme ça, je m'excuse par avance, est-ce que vous souhaitez pour vous l'accompagnement que vous offrez aux jeunes? Bon, je ne sais pas, j'en sais rien. Et quelle serait la différence, etc. Bon, après vous donnez des pistes, vous pointez toute cette dimension de la supervision, de l'analyse de pratique, etc. Ça, je pense que vous allez en reparler pendant les 3 jours, parce qu'effectivement, surtout si vous allez du côté de la clinique, eh bien, évidemment, ça pose d'autres questions. Catherine Remermier, de la question des publics et des finalités. 2 choses. Première chose, ça renvoie à ce que je disais quand je parlais des coachs de Pôle emploi, vous voyez, c'est-à-dire que quand on utilise le mot coach et plus le mot accompagnement pour parler de pratiques connotées, accompagnement des défavorisés, c'est bien l'aveu de ce que tu dis. Voilà, oui. Le mot est tellement connoté que... mais ça va plus loin. Quand je vous parlais des RMistes de Nicolas Lestrade, quand il remarque que l'on tient à ces RMistes à l'époque le discours de la mise en projet, c'est-à-dire que là, on va jusqu'à ne plus être dans un accompagnement qui viserait d'abord, comme traditionnellement dans certains secteurs du travail social, finalement à faire accepter la condition dans laquelle on est et de voir quelles sont quand même les opportunités, mais davantage de donner à ce jeune ou à cette personne en difficulté d'insertion le sentiment qu'il doit mobiliser ses propres ressources, etc., développer son autonomie et sa responsabilité, parce qu'au final, s'il est dans cette situation, c'est d'abord sa responsabilité. Et c'est ça le modèle autonomie et responsabilité, c'est le modèle de l'usager et du citoyen du nouveau management public. Je ne l'ai peut-être pas redit assez nettement, vous le voyez facilement. Et les questions individualisation, individuation, effectivement, j'ai écrit un petit texte que vous trouverez facilement, dont le titre est l'individualisation contre l'individuation, justement. Pourquoi ? Parce qu'on voit effectivement que dans un certain nombre de dispositifs d'individualisation, du type de ceux que j'ai évoqués rapidement, on peut s'interroger fortement sur la possibilité d'individuer le sujet dans ces dispositifs par trop préformatés. Bon, là, ça amène à plein d'autres choses. Oui, alors peut-être encore une ou 2 questions. Alors, en sachant que j'en ai une, je vais peut-être en laisser une. Alors, c'est peut-être pas exactement une question, mais c'est peut-être plus une observation. On a fait état du concept d'individualisation, d'individuation. Il y a peut-être un autre terme, et le glissement des mots n'est jamais complètement anodin. Je crois que Sylvie l'avait bien montré ce matin. C'est celui de personnalisation. Et ce terme de personnalisation, on le retrouve plus particulièrement du côté des nouveaux accompagnements numériques qui sont proposés avec les fameuses applications numériques en orientation. Je vous renvoie aux 4 pages que vous avez peut-être déjà lues. Ce n'est pas la publicité pour ça, mais on n'est pas vigilant, on n'est pas suffisamment vigilant aujourd'hui à ce qui est en train de se profiler du côté d'une nouvelle forme de personnalisation. Autant l'individualisation, elle est claire, c'est la prise en charge individuelle des personnes.
autant la personnalisation, c'est la sollicitation du désir de la personne pour mieux la reprogrammer derrière avec les algorithmes. Autrement dit, sois libre de choisir ce que je veux que tu choisisses. On est tout à fait dans cette facture-là avec le concept de personnalisation et c'est tout à fait ce que proposent des logiciels d'application numérique en orientation. J'en cite quelques-uns dans le petit article que j'écris, mais je pense, et ça c'est Michéa qui le disait bien, un philosophe que nous avions invité au Congrès international d'orientation de Montpellier, quand on fait appel au désir de la personne, quand on enregistre ses désirs, on peut être à peu près sûr que derrière, c'est la logique économique qui aura le dernier mot du point de vue de la sélection réelle qu'elle fera de la personne auprès de laquelle on s'est préalablement renseigné quant à son désir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas une question, mais c'est une observation. Et j'ai envie de dire qu'actuellement, toute l'innovation dans nos services, elle n'a que ce discours du numérique. Et là-dessus, soyons particulièrement vigilants. Voilà ce que je voulais dire. Alors, en même temps, entendez-moi bien, il n'est pas question du tout de diaboliser le numérique. Ce n'est pas ce que je dis, c'est l'usage qui est actuellement en effet et qui n'implique bizarrement aucune réflexion. Autant les tests qui étaient à l'époque des outils innovants, on ne le disait pas comme ça, ont suscité des tas de réflexions, ont suscité des tas de réflexions et de critiques, autant le numérique est tellement fascinant du point de vue de la séduction qu'il opère chez les jeunes, on ne le questionne pas, et je pense qu'on aurait tout intérêt à regarder dans cette grammaire critique qui fait partie de notre histoire, pour se dire que de la même manière qu'on a interrogé nos outils par le passé, interrogeons ceux qui sont en train d'être produits avec le numérique. Voilà, ce n'est pas une observation, c'est presque une affirmation, mais qui peut être contestée bien évidemment. Suzanne, peut-être vous voulez dire deux mots là-dessus. Alors sur une question, tout d'abord, merci. Ah oui, pardon. Si tu as des trucs à dire, n'hésite pas sur ce que j'ai dit, c'était à la hache. D'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention particulièrement riche et intéressante. Alors il y a deux choses qui me semblent intéressantes du point de vue des pratiques finalement. La question que je me posais tout en vous écoutant, c'était comment, à partir de cette réflexion, comment nous retrouver cette réflexion dans nos pratiques. Alors, il y a une première chose qui me semble particulièrement pertinente. Vous l'avez dit très vite parce que vous avez dit énormément de choses. C'est le fait d'aller chercher des compétences réflexives et analytiques. Ça me semble fondamental. C'est un élément qui, on le sait très bien, permet de s'adapter. Nous sommes dans une époque liquide, enfin tout ce qu'on veut, voilà. Donc, dans ce cadre-là, je pense que nous avons à penser les choses comme ça. C'est la première. Et la deuxième, Catherine y a fait référence tout à l'heure, c'est que finalement, ce psychologue qui devient psychologue de l'éducation nationale, comment lui, de l'intérieur, peut faire évoluer les choses. Et j'allais dire comment on peut créer un sentiment de solidarité, ce compagnonnage que vous évoquiez, afin d'amener chaque élève finalement à faire évoluer ses compétences réflexives et analytiques. Comment on peut se positionner comme ça, à la fois en termes de compagnie, ou je ne sais, c'est ce que vous évoquiez, éducative, mais aussi en termes de solidarité qui peuvent être créées entre élèves, c'est-à-dire que ce travail de psychologue, de mon point de vue, ne passe pas que par l'individu, mais aussi par les groupes d'élèves, et ce travail qui peut être fait, qui peut amener à travailler dans la solidarité, qui peut amener finalement chaque individu à évoluer, mais dans un groupe de pairs. Oui, tu suis lui. C'est anecdotique, c'est le nouveau, ce que tu as commencé dans l'aspect personnalisé mais numérique, le nouveau livret scolaire. Oui, tout à fait, j'y pensais, oui. Qui du coup va s'appeler le Elson. Comment, voilà. Et on va demander aux élèves, ton Elson, c'est-à-dire qu'il y a même plus de mots pour... ceux qui n'en ont pas entendu parler encore, c'est un acronyme, ça veut dire livret scolaire unique numérique. Donc c'est le personnalisation, je pense que la pratique est confrontée à Qu'est-ce que ça. c'est un Elson Voilà. Mais c'est très personnalisé. C'est très personnalisé, bien évidemment. Oui, c'est le mot qui va, à mon avis, faire partie de la pratique, des pratiques.
Gilles, peut-être répondre encore une question, oui. Plein de choses. Oui, non, mais c'est ça, ouais, très bien. Ça, c'est- J'ai juste une toute petite question. C'est par rapport à un groupe nominal qui a là depuis 2 ans. Tu la vois? Que certains professionnels utilisent, c'est le groupe métier d'élèves. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et pour moi, ça rejoint un peu la notion de il faut avoir un projet pour être susceptible d'être aidé. Et malheureusement, il me semble avoir entendu déjà dans le corps des personnels d'orientation utiliser ce mot. Voilà, maintenant, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Hein, mais voilà, j'aimerais un petit peu un éclairage par rapport à ça. Merci. Alors, oui, vos questions permettent de préciser quelques autres éléments. La question de la réflexivité, effectivement, je suis passé là-dessus assez rapidement. Alors, là-dessus, vous allez me dire, je vous fais des conseils de lecture, j'aurais mieux fait de le faire avant les vacances, mais sur cette affaire de la réflexivité, parce que voilà un autre concept sur lequel on peut, et d'ailleurs on a organisé pas mal de colloques. Réflexivité, je vous rappelle, le boom c'est les années 90, c'est en particulier la traduction française du bouquin de Donald Schoen, le praticien réflexif, hein, et ça tombe pile poil au bon moment, parce qu'on est en train de mettre en place les IUFM, etc. Et grâce à ce concept de réflexivité, on a le concept qui permet de faire la réingénierie des formations d'enseignants, analyse des pratiques, etc. La réflexivité devenant une compétence parmi d'autres dans les référentiels de compétences, hein, et se banalisant du coup presque aussitôt. Bon. Par rapport à ça, je vous invite à regarder un bouquin qui est coordonné par Jacques Béziat, B-E-Z-I-A-T. Le titre, ça doit être Analyse des pratiques et réflexivité en 2013, dans lequel on avait fait une sorte de bilan en 2013 des usages et mésusages, puisqu'il y a de tout évidemment, de ce concept de réflexivité. Donc là aussi, voilà encore une fois un concept qui, comme tous, est à manier comme de la nitroglycérine, parce que ça produit le meilleur et le pire, évidemment. On peut, et moi je le vois dans certaines formations de l'enseignement, mais aussi du travail social ou de la santé, formation d'infirmières en particulier, on a la réflexivité prescrite quasiment. C'est ça, et c'est pas autre chose. Bon. Et puis, à côté de ça, on a aussi des dispositifs de type analyse de pratique qui sont extrêmement ouverts et qui permettent d'intégrer, et personnellement c'est ce que j'essaye de faire, d'intégrer l'analyse du rapport à l'institution dans l'analyse des pratiques, à partir de cette idée simple et en même temps très complexe, qu'effectivement l'institution est dans nos pratiques et pas à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on essaye de comprendre ce qui joue dans nos pratiques, en même temps, on travaille ce qui nous lie à l'institution, quelle place on y tient, comment est-ce qu'on essaye de peser ou pas sur ceci et cela. Bon. Et donc pour moi, la réflexivité, et là pour une fois je suis prescriptif, doit intégrer cette dimension que moi je qualifie d'institutionnelle et que d'autres appellent autrement sans doute. C'est-à-dire de se réinscrire finalement dans du social, dans des collectifs, etc. L'individu n'existe pas seul, le professionnel non plus. C'est pas ce qu'on attend de lui, c'est pas son mandat social. Du coup, effectivement, cette question, là, il y a une observation qui fait écho à ce que je disais sur individuel ou collectif. L'idée que les psychologues scolaires ou de l'éducation nationale plutôt pourraient animer des groupes, produire une activité analytique, réflexive, etc. Auprès des élèves, ça me semble effectivement être une clé extrêmement importante. Pourquoi ?
Mais là, tous ceux qui ont un peu de formation en psychosociologie ou qui ont une pratique de l'intervention ou de l'accompagnement de groupe le savent. L'analyse va toujours plus loin, en tout cas l'analyse justement des relations au social, au collectif et au politique va toujours plus loin quand elle est menée en collectif qu'individuellement. Pourquoi ? Parce que se joue au sein de ce collectif des différences, de l'hétérogénéité. Et c'est grâce à l'hétérogénéité des groupes avec lesquels on peut travailler que l'analyse peut être utile. Bon, là j'enfonce des portes ouvertes sans doute pour une partie d'entre vous, mais c'est pas au sein de groupes homogènes qu'on peut développer tellement de compréhension, par exemple, du phénomène de ségrégation sociale, ou développer un désir d'émancipation, c'est-à-dire d'échapper au sort qui m'est promis. Ça nécessite effectivement de l'hétérogénéité et donc aussi de la confrontation. Alors est-ce qu'ensuite les professionnels se sentent formés, à l'aise, etc. C'est encore une autre paire de manches. Est-ce qu'ils sont demandeurs de ça ou est-ce qu'ils ne préfèrent pas, dans certaines circonstances, peut-être pour se protéger eux-mêmes, travailler en face à face dans un bureau isolé, comme je le vois beaucoup. Et pas que dans l'éducation nationale, je vous assure. Ça renvoie à ce que dans le social, ils appellent l'intervention collective, qui a beaucoup de mal à prendre. C'est-à-dire, au point de vue idéologique, il y a consensus. Dans la réalité des pratiques, c'est très très dur. Et en particulier, pourquoi ? Parce que bien que l'intervention collective aujourd'hui soit promue, soutenue, soit une injonction des politiques européennes, elle est très difficile à mesurer, évaluer, compter. Et donc, les responsables de structures sur le terrain, vous voyez, ils sont dans cette sorte d'injonction paradoxale. Je dois faire du collectif, mais si je réponds à cette commande, je ne vais pas pouvoir valoriser les résultats de ma structure. À un moment, on est là. Et donc, le même responsable de structure qui est attaché à cette dimension collective va faire pression aussi sur ses professionnels pour faire de l'individuel et du segmenté. Bon, et puis après, dans son bilan, il va quand même raconter qu'on a développé telle manifestation collective, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, mais c'est pas ça qui va prendre, je dirais, l'essentiel du temps. Sur le livret, ces affaires de livret, etc., je ne développerai pas sur la dimension numérique, mais je vous rappellerai quand même, d'une part, les livrets ouvriers. Vous vous rappelez, quand au XIXe siècle, on suivait à la trace les ouvriers par nature suspects, donc il fallait savoir où ils allaient. Mais plus récemment, j'ai une doctorante qui va bientôt soutenir sa thèse sur la scolarisation des enfants du voyage, ce qu'elle appelle les enfants voyageurs. Eh bien, elle a décrypté toutes les circulaires officielles depuis, je crois, presque 2 siècles. Eh bien, je vous assure que là, cette préoccupation du suivi, etc., du traçage, prend des formes surprenantes jusque très récemment dans des prises en charge de la scolarité de ces enfants qu'elle qualifie d'enfants voyageurs par des dispositifs d'enseignement à distance du CNED qui avaient aussi, semble-t-il, sans faire trop de mauvais esprit, comme effet ou finalité, après c'est un jugement peut-être de valeur, d'assurer la traçabilité, je dirais, par la scolarisation. Bon. Donc ce n'est pas le numérique qui l'invente. Par contre, le numérique le rend possible peut-être avec de nouveaux outils, avec de nouvelles performances, etc. etc. Au Canada, par exemple, dans les services sociaux, aujourd'hui, tous les demandeurs sont numérisés. Et donc, dans un village perdu au nord du Canada, le travailleur social qui reçoit une famille s'étant déplacée sur le territoire peut, en 3 clics, avoir le dossier. Voyez ? Bon, voilà un modèle performant, efficient, etc., qui pose quand même d'autres questions. Le métier d'élève, là je ferai très vite, parce que le métier d'élève, en fait, c'est intéressant, c'est que c'est une notion sociologique, vous savez, qui a été inventée par des sociologues de l'éducation. Alors, qui a été inventée par des sociologues de l'éducation pour penser l'élève, justement, comme acteur. C'est-à-dire,
comme un individu qui a à apprendre un certain nombre de choses pour habiter finalement, pour exercer, pour soutenir ce rôle d'élève. Au départ, c'était cette idée qu'il ne suffit pas de mettre un enfant dans une école pour qu'il devienne élève. Alors, dans les réseaux d'aide dans le primaire, vous savez, c'était tout le travail des rééducateurs de transformer l'enfant en élève. Dans le secondaire, on imaginait que c'était déjà fait. Or, à chaque fois qu'on change d'établissement, etc. Donc, c'était ça l'idée de départ, finalement. Et puis après, les mots ont leur vie propre. Et effectivement, une fois qu'ils sont instrumentalisés, diffusés, on finit par se dire, bon, s'il y a un métier d'élève, alors il faut une formation spécifique au métier d'élève, on va lister les compétences, on fabrique un référentiel, et ça y est, ça s'emballe. Voilà. Donc là encore, vous voyez, là-dedans, voir d'où ça vient, c'est intéressant, parce que ça permet de penser l'élève autrement que comme, je le mets là, donc évidemment c'est un élève et il sait faire, je dirais, il a les repères, voilà. Et puis de l'autre côté, on n'est jamais à l'abri d'une systématisation qui fait qu'on va aboutir à, bon, si l'élève coche toutes ses compétences, c'est bon. Il a toutes les compétences de l'élève, c'est bon, je passe à un autre. Bon. Merci beaucoup, Gilles. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je tiens à te remercier au nom de tous les participants pour l'intervention que tu as faite.